Merci beaucoup. Merci à Dominique Marani. Merci à Béatrice Dargazarian qui m'a permis de travailler aussi à l'aumônerie et de parcourir un peu toutes ces feuilles écrites sur le livre d'or. Et je vais commencer, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et c'est toujours ce que l'on dit quand on passe en dernier, d'une certaine manière, mais pour le coup, c'est vrai. Et je vais simplement vous raconter les histoires d'un anthropologue alors, qui travaillait beaucoup en Afrique et qui a passé 30 ou presque 40 ans dans les salles d'hôpitaux à travailler sur des vastes questions comme la mortalité maternelle ou les maladies infectieuses. Et puis qui se retrouve finalement à l'IPC. Alors face à un professeur, alors je ne vais pas donner son nom, je vais juste donner un indice. Son nom commence par un V et se termine par un Y. Et alors, un jour, ce professeur m'a dit, écoutez, je vais vous proposer pour vos vacances un Airbnb dans mon service. Vous allez voir, c'est vraiment très, très bien. Vous serez logé, blanchi, nourri et soigné. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré l'IPC par cette invitation. Et je la présente d'une façon un peu amusée. Mais en même temps, je crois que ce qui est tout à fait important, c'est que on voit qu'il y avait derrière ça, c'était pas trop la peine de me raconter trop d'histoires, mais il y avait un ajustement des sensibilités qui fait que cette annonce est passée, je n'ose pas dire comme une lettre à la poste, mais quasiment, enfin, de façon extrêmement simple. Alors, je vais commencer par deux toutes petites remarques liminaires. On parle beaucoup de l'expérience de la maladie. Je ne suis pas sûr que le terme soit juste. Des fois, il faudrait plutôt parler de l'épreuve de maladie. On l'a vu, tant les choses bousculent un petit peu. Et puis, deuxième point, puisque l'on parle de la religion, je pense qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu une sorte de basculement entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, qui fait que, disons, enfin, je vais prendre des choses très simplement, tant qu'on est avec Pascal, la religion est le discours qui permet d'interpréter le monde. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, la religion est un des discours qui permettent d'interpréter le monde. Il y en a d'autres. Mais ce qui perdure peut-être, c'est une manière de percevoir des questions morales. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la religion n'est plus l'unique discours, mais la religion reste une assertion morale sur le monde. Et ce langage peut perdurer sans qu'il y ait la croyance qui soit liée à ce discours. Ce qu'on appelle peut-être l'agnosticisme, mais c'est surtout ce qu'on appelle d'une certaine façon les fondations de l'éthique. Alors je vais essayer de dégager avec vous trois lignes qui sont des lignes qui sont apparues à celui qui faisait du terrain sans le vouloir, mais enfin un anthropologue ne parle que de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu. Donc voilà, je vais essayer d'évoquer mon terrain dans ce service d'hématologie. Alors la première ligne, c'est celle du langage. Elle m'est apparue vraiment tout à fait essentielle. Alors, la première remarque que l'on peut faire, c'est que dans les lieux de soins, le langage est hautement performatif, c'est-à-dire que les mots changent la place des locuteurs. Ce n'est pas du langage qui passe comme ça. Il suffit de penser au moment du diagnostic ou pire encore du pronostic. On voit bien que ça change complètement la façon d'être au monde du patient. Mais ce que je pense, c'est que l'espace... comment dire, l'espace des soins bruisse aussi de tas d'autres langages, de tas d'autres paroles. Par exemple, une secrétaire qui passe dans le couloir et qui dit « c'est merveilleux, on vous donne une seconde vie ». Une aide-soignante qui dit à quelqu'un qui est un peu découragé « mon père fait du vin, à votre sortie, je vous donnerai une bouteille ». Vous voyez, ce sont des petites choses absolument anodines, c'est du langage tout à fait ordinaire. Et ce qui me semble tout à fait essentiel, c'est que ces mots sont des mots qui sont des accroches. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ramène à la vie. C'est quelque chose qui permet petit à petit de construire une narration sur la maladie. Alors cette narration, c'est un peu, vous savez, comme ces morceaux de bois qui sont charriés par le cours des rivières et qui petit à petit vont réussir à prendre des herbes et finalement à tenir toute la mémoire des berges. Eh bien, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là dans ces mots d'accroche. Et hop là. Dans ces mots d'accroche, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et ça va permettre, en fonction des particularités de chacun, en fonction des mémoires de chacun, des vies de chacun, de construire une narration de la maladie. La maladie est donc aussi
à la fois un moment du corps, mais c'est aussi un propos que l'on tient sur soi-même. C'est une façon, disons, d'accommoder le réel avec un ensemble de termes. Alors, je peux dire des choses très simples. Si vous regardez, par exemple, dans Simone de Beauvoir, vous verrez que le pauvre Jean-Paul Sartre, qui avait une hémiplégie, nommait ça sa mimiplégie. Vous voyez, c'est une façon de jouer un peu avec la maladie. Si je prends mon exemple, qui est loin d'avoir la force de celui de Jean-Paul Sartre, comme il s'agissait de greffe de moelle, on avait appelé ça opération pot-au-feu. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, une manière d'essayer, avec quelques mots, d'amadouer le mot. Alors je pense que la religion est une de ces narrations. C'est une narration très forte, mais cette narration, elle a l'avantage de donner un ordre au désordre, c'est-à-dire le corps est en désordre complet, et on va supposer qu'il y a derrière ce désordre que l'on ressent et que l'on vit, quelque chose comme un ordre qui organise cela et qui permet, disons, de comprendre et de ne pas être confronté à un simple désordre. Alors, je vais prendre juste un exemple à l'inverse complet de cette mise en narration. C'est ce qui se passait dans les camps de concentration, et on peut le lire sous la plume, bien sûr, de Primo Levi, de Imre Kertész ou de Charlotte Delbo. Pour ceux qui n'ont pas lu, je vous engage à lire Charlotte Delbo, qui est une dame un peu malheureusement oubliée. Mais ce qui est tout à fait fort, c'est ce que dit Primo Levi sur le langage dans les camps. Il dit, comme c'était que des ordres qui étaient aboyés, on appelait ce langage la matraque. Et en fait, d'une certaine manière, le langage qui était présenté dans les camps, c'était un langage qui redoublait la réalité, qui redoublait le réel de la violence. Eh bien, je crois qu'il y a, et je prends un autre exemple, dans ce service d'hématologie, il y avait quelqu'un que j'appelais le géant, parce qu'il était très grand et que moi je ne le suis pas vraiment. Mais ce géant, il prenait toujours le linge, et quand il arrivait dans la chambre, il disait une petite plaisanterie, il disait, mais je vais quand même vous plier votre linge et le remettre dans votre armoire. C'est presque rien, ce geste. Mais je crois que vous voyez, si vous mettez dans cette vue contrastive avec les camps où on empêchait les gens d'habiter leurs vêtements, où on déstructurait leur identité en prenant leurs vêtements, où on les confrontait au réel parce qu'on faisait que le langage soit une matraque, il y a dans ces lieux de soins, et ça je crois que c'est une grande spiritualité, il y a le pliage du linge qui est un linge personnel. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui rassure l'identité, à la fois sur le plan corporel, mais en même temps sur le plan du langage. Le deuxième point qui m'a semblé tout à fait important, c'est ce que j'appelle, et vraiment c'est des petits concepts qui sont à 100 balles, hein, c'est vraiment, ce sera mieux un jour, enfin quand j'aurai le temps d'écrire ce texte, mais l'autre ligne, c'est la ligne des reconnaissances. Alors là encore, je vais prendre un exemple. Il y a une infirmière de nuit qui apprend qu'un des patients qu'elle connaissait est à l'étage inférieur. Alors qu'on profite de sa pause pour descendre, aller dire bonjour et discuter en fait de l'ameublement de sa maison. Elle venait d'acheter un appartement et ne savait pas trop comment le meubler. Et donc elle vient pour discuter un peu ameublement. Vous voyez, rien du tout. Quelque chose dans la nuit qui se déroule très paisiblement. Mais je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin sur cet exemple. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la rencontre, ce n'est pas uniquement dire « je vais te demander quelque chose », mais c'est aussi le fait de dire, et là je cite un grand sociologue qui s'appelle Arnoud Rossa, qui vient de publier un livre tout à fait passionnant, c'est j'ai quelque chose à te dire, mais toi aussi tu as quelque chose à me dire, et je veux me laisser atteindre par toi. Et donc je crois que ce que l'on appelle la reconnaissance, c'est cette atteinte réciproque. C'est cette question qui est posée à l'autre pour qu'il puisse dire quelque chose et faire quelque chose de ce qu'il a atteint. La seule manière de se sortir et d'être reconnu, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire de ce qui me fait, qu'est-ce que je peux retravailler en moi pour que cette chose ne soit pas uniquement ce qui m'afflige, mais ce que je réussis à maîtriser dans un disque pour moi-même et dans une activité qui m'engage en rapport avec les autres. Alors je crois que c'est tout à fait important parce que il y a une régularité des soins, et bien heureusement, et on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi une unicité des personnes.
Et cette rencontre, en fait, elle, d'une certaine façon, elle vient défroisser l'institution et ses codes. Et je crois que c'est vraiment ce que Emmanuel Lévinas, grand philosophe, a dit sous une forme très simple. Il a dit, en fait, dans la rencontre, le signe de la rencontre, c'est uniquement de dire « me voici ». Et je crois que on a là quelque chose qui est tout à fait important. Le dernier point, et je vais vite pour essayer de respecter mon temps de parole, c'est quelque chose, alors j'ai pas trop su comment le nommer. Si je le dis très simplement, c'est la ligne des réinscriptions subjectives. Alors un grand philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur parlait des ascriptions. Les ascriptions, c'est le moment où l'on est cohérent, où l'on est pris par son dire, où l'on croit à son dire et où son dire nous engage. Et je crois qu'on a tourné ce matin autour un petit peu de ces questions-là. Alors, la maladie et la douleur, c'est quelque chose qui sépare. Quoi qu'on fasse, c'est quelque chose qui rend la personne solitaire. C'est la maladie d'un seul. Et quand on dit « je souffre », on dit toujours « je souffre trop ». Mais je crois que ce qui va relier cette souffrance et cette solitude à l'autre, c'est la plainte. Et le fait que la plainte soit à la fois toujours codée dans ce que l'on anticipe d'une réception de son dire, on ne se plaint pas n'importe comment. Et beaucoup de travaux ont montré que la plainte était aussi socialement construite et socialement structurée, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'elle soit entendue. Et donc, il faut bien maîtriser les codes de ceux qui sont supposés la prendre en charge. Mais je vais encore revenir un peu au terrain pour essayer de dire les choses simplement. Il y a une psychologue qui est en même temps une copine du patient qui vient, et elle vient parce que le patient, pendant sa réclusion, durant sa greffe, a appris la mort de quelqu'un qui était très proche. Et la psychologue sait, le patient sait aussi que la psychologue sait, donc d'une certaine façon, il n'y a rien à se dire. Sauf que le patient dit, voilà, cette personne est décédée et il a quelques sanglots dans la voix. Et puis, un peu de silence, il ne se passe rien. Et ensuite, le patient dit, merci de m'avoir ramené à l'humanité. Il le dit, bien sûr, avec ses mots, mais quand il le dit, il s'entend le dire. Il ne savait pas qu'il allait dire cela. Et je crois que ce qui est tout à fait important là-dedans, c'est que dans la maladie, et quand on est notamment dans ces espaces qui sont des espaces construits pour ne pas risquer une contagion, une contamination, et c'est merveilleux d'un point de vue médical, je crois que d'une certaine façon, la maladie fait qu'on est pris par le rythme des soins, par ces nuits qui sont entrecoupées par les bilans, par les analyses. Et puis il y a le fait que dans ce rythme et dans ces chambres, le malade s'absente de lui-même. Il n'est plus présent dans son dire. Il devient d'une certaine façon, spectateur de sa vie. Et je crois que ce que veut dire le patient, et quand il le dit à cette psychologue, c'est « j'étais spectateur de ma vie, j'avais reçu une information, mais je n'avais pas d'affect pour la dire, et donc je n'étais pas, d'une certaine façon, sujet de mon propre dire ». Alors je crois que cette réinscription dans la présence, ce que Béatrice appelle la présence, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait important. Ça permet à quelqu'un de continuer à vivre sa vie, même si sa vie est difficile. Alors je voudrais terminer par 3 remarques plus générales. La première remarque, c'est que cette relation, elle se présente toujours d'une certaine façon comme un excès par rapport à l'institution. Une sorte de surplus d'humanité, malgré, c'est pas que les soins soient mal faits, mais malgré la régularité des soins qui sont absolument nécessaires, et ne voyez pas là-dedans une quelconque critique des soins, mais les soins doivent être faits de façon régulière, alors que la rencontre doit être faite sur le mode de la surprise, sur le mode d'un excès, sur le mode d'une gratitude que l'on peut évoquer. Je pourrais citer Emmanuel Lévinas, qui reprend cette façon de parler qu'on a très simple, et il montre que, par exemple, quand on s'efface devant quelqu'un derrière une porte en disant « après vous », vous voyez comment ce « après vous » peut être pris comme une sorte de formulation éthique, c'est-à-dire que « après vous », parce que je suis derrière vous, et parce que c'est vous
qui me fondez comme sujet. J'ai besoin de vous pour exister en tant que sujet. Je suis l'otage de, comme le dirait Lévinas, je suis l'otage de votre présence. Je suis dépendant d'un autre qui me fonde. Pour aller très loin sur ces questions-là, mais je laisse un petit peu juste filer. La deuxième, alors ce que je voudrais souligner, et c'est la proximité. Je pense qu'il y a des psychologues dans la salle. C'est la proximité avec un grand psychologue anglais qui s'appelle Donald Winnicott et qui oppose, enfin qui prend l'opposition en anglais entre game et playing. Le game, c'est le jeu organisé avec des règles, et le playing, c'est l'activité ludique. Quand on fait une blague, quand on fait des choses comme ça et que rien n'est écrit. Et je crois qu'il faut que dans l'institution, et il me semble que ce matin on a toujours parlé de ça, il faut qu'il y ait bien sûr ce game organisé, c'est absolument indispensable, mais il faut qu'il y ait aussi ce playing, ce moment de la rencontre. Après tout, la rencontre, c'est toujours un peu du hors-piste, et je crois que ce qui fait la rencontre véritable, des formes d'attachement entre les soignants et les soignés, les manières de rire ensemble, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconçu, enfin quelque chose qui n'était pas prévu. Et il faut garder cette partie d'imprévisible. La deuxième chose, alors les gens qui font de l'anthropologie cognitive parlent de pensée distribuée pour dire qu'on n'est jamais intelligent tout seul, ou jamais stupide non plus tout seul. Mais c'est des choses comme ça qui sont discontinues dans une équipe, et chacun pense un peu, et puis on parle un peu dans les couloirs. Et puis finalement, il y a des synthèses qui se font, des sortes de synthèses molles, qui ne sont recueillies dans aucun livre, mais qui finissent par faire une certitude et par faire la pensée d'un service. Et je crois que tout le monde, tous les patients en tout cas, ont une forme d'attention flottante. C'est-à-dire qu'ils prennent un peu tout ce qui se passe. Ils prennent tous les mots. Et je crois que ce qui est tout à fait important, c'est de voir que ces mots, ils sont souvent présentés, dits, au moment des soins. C'est-à-dire que les soins sont toujours polysémiques. Ils ne sont pas que du corps, ils sont aussi de l'éthique. Juste un petit exemple. On veut prendre le patient et lui mettre une sonde nasogastrique parce qu'on a peur qu'il ne mange pas. Et puis, l'infirmière essaye une fois, ça marche pas. Elle essaye une deuxième fois et ça marche pas. Et elle regarde le patient et elle dit « Je n'aime pas faire ce geste parce que je sais que je vous fais mal. » Et vous voyez, c'était à la fois le geste le plus technique, et puis il y avait derrière, ou en plus, cette sorte de surprise, ce mot qui n'était pas prévu, mais qui s'adresse à une personne. Alors, je vais terminer par la question de la transcendance dont on a beaucoup parlé. Je crois que la maladie, effectivement, comme le disait Béatrice, c'est un bouleversement complet. On se retrouve hors les mots, et tout ce qui faisait un peu notre façon d'être, façon de se présenter, façon de faire le malin en parlant aux gens, les titres universitaires, tout ça, ça s'effondre. Ça s'effondre très très vite. Alors ce qui reste, c'est des fois simplement l'envie de ne pas avoir été trop mauvais, d'être finalement un brave homme, quelque chose de cet ordre-là, de ne pas avoir fait de mal aux siens. Et c'est à peu près ce qui reste. Donc, je crois qu'il y a dans ce changement entre celui qu'on l'on était et celui que l'on devient par la maladie, après tout, c'est l'étymologie de la transcendance. On change de lieu. Et donc, je crois qu'il y a soit des transcendances horizontales, on devient autre que l'on était, et puis il y a des transcendances verticales qui font appel à une croyance, qui font appel à un Dieu, en qui on place effectivement sa confiance et en qui l'on croit. Mais je crois que la maladie, de toute façon, enfin la maladie grave, oblige à ce déplacement de soi-même, ce que Paul Ricoeur appelait devenir soi-même comme un autre, ou ce qu'il martelait en disant « une vie examinée est une vie justifiée ». Je crois que la vie d'un malade, c'est une vie qui est examinée, de gré ou de force d'une certaine manière, et peut-être c'est une vie justifiée parce qu'elle passe par là. Alors je voulais juste terminer par une petite citation d'un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle René Char et qui dit « Certains jours, il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles à dire ». Je suis désolé, je crois que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec vous. Voilà, merci beaucoup.